Madame la Présidente. Alors, vous nous avez dit à un moment dans votre propos liminaire, je mets au défi quiconque de citer un seul projet que nous soutenons qui aurait un quelconque agenda politique ou électoral. Bon, on a peut-être des définitions différentes de ce que c'est un projet qui a une ambition politique ou électorale. Moi, j'ai du mal à voir quel projet vous financez, et c'est votre droit, mais qui n'a pas d'agenda politique. Électoral, c'est un peu plus discutable parce que ça peut être moins direct, mais politique, il me semble que la totalité des associations, des projets que vous avez mentionnés défendent et ne s'en cachent pas, parfois le revendiquent, des projets politiques, des valeurs politiques qui, pour certaines, vont à l'encontre des valeurs républicaines, c'est-à-dire qui sont inscrites dans la Constitution, comme par exemple le droit à l'avortement. Et donc, la question, je ne vous dis pas ça pour faire un exposé, c'est pour comprendre quelles procédures vous avez pour choisir qui vous financez et quel rôle Pierre-Édouard Stérin joue dans la sélection des projets, des associations, des structures qui sont financées. Bien sûr. Pardon, oui, pardon, je suis désolé. Sur votre question qui est plus de l'ordre... Déjà, j'aimerais revenir sur un élément que vous avez dit qui est, par exemple, l'avortement. L'avortement est un droit constitutionnel. Il y a un délit d'entrave en France. Il n'y a pas de délit d'opinion, mais en tout cas, nous respectons bien sûr la loi et le droit constitutionnel. Nous sommes très attachés. Ce qui est, pour votre question, le rôle de Pierre-Édouard Stérin dans tout ça, il y a un conseil d'administration, 2 fois par an, il est président du conseil d'administration du Fonds du bien commun, et puis parfois il vient au comité d'investissement, comme je le disais, en fonction des sujets pertinents. Voilà le rôle de M. Stérin au sein du Fonds du bien commun. Il le dit lui-même, et je suis sûr qu'il pourra le rappeler ici, il passe moins de 5% sur les activités à impact. Il a beaucoup d'autres activités par ailleurs. Et voilà le rôle de M. Stérin au Fonds du bien commun. Essayez de mieux vous connaître, au-delà de ce qui peut être dit dans la presse, monsieur le directeur général. Je suis allé voir votre site internet et vous évoquez la question de la transparence comme une forme d'exigence, et pour autant, sur le site internet, j'y ai trouvé très peu, voire même trop peu d'informations. Rien sur la gouvernance et la direction, rien sur les éventuels partenaires, rien non plus sur les manifestations et les projets que vous soutenez et que vous financez, rien sur les domaines d'action, même si vous avez évoqué les 4 piliers des domaines d'action. Et donc, j'aimerais savoir pourquoi si peu d'éléments. Est-ce qu'il y a une volonté particulière? Est-ce que vous considérez qu'il n'y a pas d'intérêt à communiquer? Ou est-ce qu'il y a, selon vous, une certaine forme de modestie, ce dont je doute? Ou plutôt, pour vivre heureux, vivons cachés? Merci, monsieur le directeur. Sur le site internet, c'est votre question du Fonds du bien commun. Et je vous remercie, si vous me permettez, de demander plus de précisions sur notre stratégie de communication, en quelque sorte. J'ai fait le choix, en juillet 2024 aussi, d'arrêter toute forme de communication grand public, et d'ailleurs d'arrêter de publier un rapport annuel, puisque ce n'est pas légal, c'était juste un outil de communication. Pourquoi? Parce que avec une dizaine de personnes aujourd'hui au Fonds du bien commun, je pense que l'équipe est beaucoup plus créatrice de valeur en s'occupant des projets et en accompagnant les projets et en décidant d'investir que faire de la communication. Et donc je vous le dis, je suis personnellement très vivons heureux, vivons cachés, et je pense que sur le Fonds du bien commun, ça devrait être le cas. Et j'espère, après cette audition, que vous me trouverez peut-être plus modeste que vous le pensez. Et puisque cette commission s'intéresse à la transparence des financements, je m'étonne du poids que vous accordez au Fonds du bien commun et à son financeur. Nous représentons à peine 0,1%, je répète, 0,1% du secteur associatif. Depuis le début des travaux de la commission, c'est presque 15% de vos auditions qui nous concernent directement ou indirectement, soit une surpondération de 150 fois par rapport à notre financement dans le secteur associatif. J'aurais peut-être aimé qu'une institution aussi puissante que la vôtre nous auditionne, non sous le signe de la défiance, mais pour nous demander comment nous, secteur privé et le secteur public réunis, nous pourrions servir l'intérêt général plus efficacement. Car la philanthropie privée et la puissance publique ne sont pas rivales. Elles servent la même cause. La vraie question n'est pas de savoir à qui revient l'intérêt général, mais comment, ensemble, la servir mieux. À cette question, le Fonds du bien commun ne demande qu'à répondre aux côtés de l'État et jamais contre lui. Je vous remercie, Madame la rapporteure, pour votre question. Pardon, à cause de la climatisation, j'ai pas entendu vos chiffres. Vous pouvez me rappeler vos chiffres? J'ai pas entendu vos chiffres au début sur les montants qui ont été déployés par le Fonds du bien commun. J'en ai donné plein, lesquels vous n'avez pas entendu. Alors peut-être laissez-moi rappeler les chiffres, parce que je crois que vos chiffres ne sont pas exacts.
Nous avons engagé plus de 150 millions d'euros. Alors, cher monsieur, je vous interromps immédiatement. Les chiffres sont ceux de vos rapports d'activité de 2020 à 2025. Donc, s'ils ne sont pas exacts, ce qui est ennuyeux, c'est qu'ils proviennent de vos rapports d'activité. Il y a eu, alors notre clôture se termine au 30 avril 2025. Les comptes sont déposés et certifiés, notamment en préfecture. Et donc, je les ai aussi devant moi, les comptes qui sont certifiés. Et donc, les comptes qui ont été déposés, certifiés et déposés en préfecture, en effet, puisque vous avez parlé de projets, au total, nous avons engagé plus de 150 millions d'euros. Nous avons décaissé 106 millions d'euros. Nous avons décaissé en dons 19 millions d'euros. Et en projet equity, puisqu'on est en fonds d'investissement, 87 millions d'euros. Pour la partie dons, c'est 265 projets. Vous en avez cité quelques-uns, mais il y a au total 265 projets qui représentent donc 19,4 millions d'euros. En 2022-2023, il est écrit « Cet exercice a été marqué par des difficultés d'ordre technique rencontrées dans la mise en œuvre du soutien financier du fondateur, le fondateur étant Pierre-Édouard Stérin. Pour y pallier, sa société holding a accepté de consentir des aides significatives sous forme d'avances remboursables. Ces avances pourront être remboursées à terme au moyen des libéralités qui pourront lui être consenties par son fondateur. » Dans l'exercice 2023-2024, il est écrit « Cet exercice a été marqué par les difficultés d'ordre technique rencontrées dans la mise en œuvre du soutien financier du fondateur. Pour y pallier, sa société holding et les sociétés qui lui sont rattachées ont accepté de consentir des aides significatives sous forme d'avances remboursables. Ces avances pourront être remboursées à terme au moyen des libéralités qui pourront lui être consenties par son fondateur. » Dans le rapport d'activité de 2024-2025, il est écrit l'exercice a été marqué par des difficultés d'ordre technique rencontrées dans la mise en œuvre du soutien financier du fondateur. Pour y pallier, sa société holding et les sociétés qui lui sont rattachées ont accepté de consentir des aides significatives sous forme d'avances remboursables. Ces avances pourront être remboursées à terme au moyen des libéralités qui pourront lui être consenties par son fondateur. Du coup, c'est quoi le modèle économique du fonds du bien commun ? Alors, un fonds de dotation n'a pas de modèle économique, puisqu'il s'agit de dons. Oui. Mais du coup, vous fonctionnez avec des avances remboursables depuis au moins 3 ans. Nous n'avons évidemment pas les chiffres de 2025-2026. Ce sont des avances que vous remboursez. Il y a un sujet intriguant sur... je vois bien le modèle du fonds de dotation. Quelqu'un, et il en a bien le droit, décide de mettre une partie de sa fortune personnelle ou professionnelle au profit de la philanthropie. C'est formidable, c'est encadré par la loi. Là, j'avoue que je ne comprends pas sur quoi repose l'argent que vous distribuez à des associations. Prêter à un taux quasi nul à un fonds philanthropique n'est pas le comportement d'un investisseur, c'est le comportement d'un philanthrope qui préfinance ses propres engagements. Donc oui, c'est sous forme de prêt. Je comprends que ce soit atypique, mais c'est tout à fait légal. Ça, je n'aurais évidemment pas d'avis là-dessus. Je vous confirme que c'est atypique à tel point que lorsque nous avons auditionné la semaine dernière M. Bernard, qui est inspecteur général de l'administration et qui a été co-auteur du rapport intitulé « Panorama des fonds de dotation », lorsque nous lui avons posé la question, a répondu, je le cite, « L'article 140 de la loi de modernisation de l'économie fixe de manière limitative les ressources des fonds de dotation et le prêt n'y figure pas. Selon l'alinéa 4 du paragraphe 3, les ressources du fonds sont constituées des revenus de ces dotations, des produits des activités autorisées par les statuts, des produits des rétributions pour services rendus. L'alinéa suivant mentionnant également les dons issus de la générosité publique, ça n'est pas votre cas, et de la quote-part de la dotation consomptible si le conseil d'administration en décide ainsi et si les statuts l'autorisent. Cette liste étant bien limitative, les ressources des fonds ne peuvent pas, à mon sens, être constituées de prêts. Vous conviendrez que tout ceci est en effet, comme vous le dites, atypique et intrigant.